je inviterai humblement ici l'homme, au-delà des victoires, c'est tout un parcours religieux, le professeur Augustin Matata. Nous l'appelons sous nos applaudissements, bien oui. Monsieur le recteur de l'Université protestante au Congo, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis étudiantes et étudiants, distingués invités, merci d'être venus à cette cérémonie de vernissage du livre de mémoire que nous avons produit dans le but essentiellement de contribuer à l'œuvre de la Fondation de l'Humanité. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et que dans tous les cas, il est admis que les grandes sociétés, les grandes civilisations ont été bâties sur la pensée, sur la réflexion, et les pensées et les réflexions sont cristallisées dans l'écriture, dans les livres. L'une des vieilles civilisations du monde, la Grèce, elle est fondée sur la connaissance. Et le professeur Aumonier a bien fait de nous rappeler l'importance de la connaissance. Et je pense que le train de la prière a pris tellement de la hauteur que nous nous posons la question si le contenu du livre va maintenir cette même hauteur de la connaissance. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc vous présenter ce livre en deux lectures. La première, qui est en fait une lecture historique, vous permettra de savoir d'où on est venu en termes d'identité sociale. C'est un livre de mémoire, comme cela a été présenté. Et vous serez à mesure de savoir d'où l'on est venu dans la petite enfance jusqu'au moment où on a été élevé au rang de chef du gouvernement. La deuxième présentation pourra alors revenir sur le vertu ou les ressorts professionnels et éducatifs de cette ascension. Voilà donc le schéma de cette présentation. Je crois qu'on aurait dû commencer par le premier, au lieu de commencer par celui-ci. Celui-ci pourra venir en second point. Dans ce livre, le parcours que vous verrez par la deuxième présentation vous permet donc de voir qu'en fait, il y a une vision au départ. Et cette vision que j'ai eu tout jeune, c'était de vouloir servir mon pays autrement. C'est-à-dire le servir en sortant des sentiers battus. Ne pas faire comme tout le monde. Et ça, c'est une vision qui se déclenche à partir de l'observation dans l'environnement dans lequel on évolue. Servir son pays autrement. C'est-à-dire ne pas faire comme la majorité le fait. Et les objectifs se sont situés à deux niveaux. Le premier objectif, c'est d'assumer des responsabilités publiques et politiques. Et le second objectif, c'est d'assumer des responsabilités universitaires. Au niveau des responsabilités politiques, ceci nécessitait donc d'avoir une carrière
exemplaire, notamment à la Banque centrale où nous avons été reçus très jeunes, à 24 ans, juste à la sortie de l'université de Kinshasa en tant que licencié en sciences économiques, option relations monétaires et internationales. Le deuxième objectif était celui d'assumer des charges, des responsabilités importantes dans le pays. Au niveau des responsabilités universitaires, en recevant les enseignements de certains grands professeurs d'université qui étaient la représentation de la connaissance et du savoir, il nous a été aussi permis de rêver de devenir professeur d'université. Voilà donc, chers amis, la vision qu'on avait, celle de servir autrement, mais cette vision devait être matérialisée par des objectifs précis à la fois au niveau public, politique, mais aussi au niveau de la voie universitaire. Alors, quels sont les résultats atteints? Les résultats que nous avons atteints, c'est qu'on est devenu, on a assumé des responsabilités publiques, on a été directeur général du BCECO, Bureau central de coordination, la première institution et la plus grande qui était chargée de la gestion des fonds extérieurs jusqu'à concurrence de 3 milliards de dollars américains. À l'époque, ceci était supérieur même au budget de l'État congolais. On a été nommé ministre des Finances, qui est une charge politique, et enfin, on avait été nommé Premier ministre. Donc, on a à la fois assumé des responsabilités politiques, en étant ministre des Finances et Premier ministre, mais des responsabilités publiques, financières, en dirigeant la plus grande agence de gestion des fonds extérieurs installée dans le pays depuis 2001. Évidemment, comme vous le savez, le recteur m'a présenté, je suis professeur d'université dans cette même université où j'ai défendu ma thèse de doctorat avec mention grande distinction, enfin, plus grande distinction. Alors, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Mesdames et messieurs, distingués invités, camarades étudiantes, camarades étudiants. L'exercice de cette rédaction, elle est faite essentiellement pour vous permettre, vous, des générations futures, l'avenir de ce pays, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'une vie d'un être humain sur la terre. Les difficultés font partie. Les difficultés font partie des attributs de la vie d'un être humain sur terre. Les difficultés constituent la forme et le fond de la vie d'un être humain. On s'est heurté, comme tout le monde, à l'insuffisance des moyens financiers. Beaucoup de Congolais disent être incapables d'entreprendre quoi que ce soit parce qu'étant en difficulté, n'ayant pas de ressources. Et nous aussi, on n'avait pas de ressources. Nous n'avions pas non plus d'appui politique. Parce que les gens croient toujours que pour progresser dans la vie, il faut être né dans une famille où le nom est connu. Notre nom n'était pas connu.
comme le professeur recteur l'a dit, mon père n'était qu'un simple fonctionnaire à la CADECO, à l'époque CADESA. Mais quand il m'a eu, il n'était qu'un exploitant de vins de palme. L'activité principale de mon père, c'était aller le matin, tirer les vins de palme, venir le vendre et payer les minérales des enfants, dont moi-même. Donc, les problèmes de moyens, les problèmes d'appui, d'assistance politique ne constituent pas des facteurs déterminants de l'ascension d'un être humain sur la terre. Les attaques de toutes sortes, nous les avons vécues, parce que les gens ont tendance à croire que la vie, c'est un boulevard où on vous félicite, où on vous encourage, où on vous applaudit. Non. La vie, c'est aussi un endroit où vous avez des attaques de toute nature, des accusations, et comme vous le savez, depuis 2 ans et demi, j'ai fait l'objet d'un procès scandaleux, politique, où ceux qui vous traduisent en justice disent humblement que voilà, nous savons qu'il n'a pas volé, mais nous lui demandons de nous rejoindre, il ne veut pas nous rejoindre, mais alors nous avons l'outil de lui faire un procès. Et donc, c'est pour vous dire que le chemin de la réussite, le chemin de l'ascension, le chemin de l'excellence, c'est un chemin universellement difficile. Et il ne faut pas croire que de tels procès judiciaires ne se font qu'au Congo, où nous sommes le premier à vouloir inventer la machine de production de procès politiques. Mais au moins, nous en sommes un cas concret, comme vous le savez. Ce procès a fait l'objet de beaucoup de conférences où de grands professeurs, des éminents professeurs ont démontré la monstruosité du processus judiciaire contre un ancien Premier ministre. Il y a même un grand professeur de droit qui a même dit qu'il s'agit de la transformation de l'eau en vin, donc de la magie. Donc, on invente une magie juridique et judiciaire pour affaiblir un acteur politique. Il y a eu évidemment des tentatives même d'assassinat. Tout ça relève de la méchanceté des êtres humains. Voilà en résumé les difficultés que vous devez rencontrer si vous voulez vous insérer sur le chemin de la réussite. Mais quels sont les moyens? Parce que vous allez me poser la question, mesdames et messieurs, chers camarades, étudiantes, étudiants, voilà l'arsenal des dispositifs dont vous avez besoin pour pouvoir faire face à ce type d'attaque, à ce type de difficultés, à ce type d'obstacles. Il faut travailler durement. Tous ceux qui réussissent, quel que soit le secteur de leur évolution, travaillent dur, ils produisent une quantité appréciable et ils produisent aussi la qualité. La réussite est une exception. Et donc, la quantité que vous produisez doit refléter une certaine exception, une certaine estime et appréciation de ce qui consomme. Et la qualité aussi doit être exceptionnelle. Il faut du courage, parce que vous aurez toujours affaire aux obstacles, aux intimidations.
il faut de la discipline. Une vie à réussite, c'est une vie disciplinée. Aucune personne n'a réussi dans l'indiscipline. Aucune personne n'a excellé sans le courage. Donc, il faut que vous puissiez avoir ce type d'armes qui constituent l'efficacité dans le chemin de la réussite. Vous devez aussi être à mesure de disposer de la constance. Mes chers amis, surtout les étudiantes et les étudiants, vous qui avez encore la possibilité d'exceller, la possibilité de réussir. La constance est une vertu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous devez rester constant. Parce que ceux qui réussissent sont des hommes de référence. Et si vous êtes un référentiel, c'est que vous devez avoir une certaine constance. Vous ne pouvez pas ressembler à tout le monde selon les saisons. Vous devez être quelqu'un qui sait donner du sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas tuer quelqu'un. Le sacrifice, ce n'est pas égorger une poule ou une vache. Le sacrifice, c'est cette capacité à pouvoir se priver de quelque chose. Et cette privation est à considérer comme un investissement pour la réussite future, pour l'atteinte de certains objectifs. C'est ça le sacrifice. Savoir se passer d'un concert pour écrire. Savoir se passer d'une fête pour réfléchir, méditer. Savoir se passer d'un anniversaire pour pouvoir participer à une conférence. Voilà le sacrifice. Savoir se passer d'une robe de qualité, mais disposer de ses ressources pour acheter un livre, pour participer, payer le frais de participation à une conférence. Voilà le sacrifice. Ce n'est pas seulement tuer une chèvre ou tuer une poule blanche pour avoir du succès. L'honnêteté est aussi une valeur. La plus grande famille de ceux qui ont réussi dans tout domaine précis, c'est la famille où règne l'honnêteté. L'honnêteté constitue une des variables caractéristiques de la réussite dans tout le domaine. Ce n'est pas seulement dans les domaines bibliques. Certaines personnes vont se poser la question, mais nous ne sommes pas dans la religion pour être pasteurs. Non, dans tous les domaines de la vie sur terre. L'honnêteté constitue un élément important comme la persévérance. Je voudrais donc terminer par la lecture. Chers étudiantes et étudiants, l'un des secrets de la réussite, c'est la lecture. La moyenne de ceux qui réussissent, c'est 4 livres par mois. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez déjà lire un livre par mois, c'est suffisant. Pourquoi faut-il lire? Parce que toutes les vérités du monde, pour l'essentiel, se trouvent dans les livres. Tous les secrets de la réussite se trouvent dans les livres. Et aujourd'hui, il est plus facile de lire qu'il y a 30 ans. Nous, quand nous étions jeunes, il fallait trouver un livre. Mais ici, les livres sont dans les téléphones aujourd'hui. Les livres sont dans les téléphones. Un grand homme occidental disait, si vous voulez cacher de bonnes choses aux nègres, écrivez-les, mettez dans les livres
publié avec pompe. Et à ce moment-là, vous allez voir que personne ne vous suivra parce que les Noirs ne lisent pas suffisamment. Camarades étudiants, j'ai écrit ce livre notamment pour vous dire aussi, pour vous communiquer les secrets de la réussite. L'un de mes secrets, c'est la lecture. Les livres, lisez. Parce que dans les livres, il y a le secret. Quelqu'un peut passer une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour écrire un livre que vous pouvez dévorer en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois, selon la vitesse de lecture. Donc voilà la première partie de la présentation de ce livre. On va passer à la deuxième, qui est peut-être plus facile, parce que vous avez déjà eu cette première présentation qui va vous permettre une lecture aisée de cette deuxième partie. Si vous ne la retrouvez pas, vous me dites, je peux la présenter facilement. Bien. En ce qui concerne la présentation par escalier, je suis né dans une famille extrêmement pauvre, dans la ville de Kindu, dans un quartier qui était considéré comme le quartier le plus pauvre de la ville. Un quartier habité essentiellement par des sorciers, des pêcheurs et des personnes qui ne vivent que de leur récolte des champs. À telle enseigne, chers amis étudiantes et étudiants, qu'il était même difficile d'indiquer le quartier quand on vous demandait vous habitez où, parce que vous pouviez faire l'objet de la honte et des critiques acerbes, dans la mesure où, comme c'était un quartier connu, réputé, quartier de féticheurs, de sorciers, certains collègues pourraient vous dire, vous êtes aussi sorcier, par association. Alors, quand on vous demandait, mais vous habitez où, dit non, vous citez un quartier qui est acceptable. Mais, dans ce quartier-là, où on a vécu dans une maison en paille, il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas d'eau. On dormait à même la natte sur le sol. On a eu parfois à voir les voisins pendant le sommeil un serpent, cherchant à avoir la chaleur corporelle. C'est pour vous dire l'état de pauvreté dans lequel on a vécu. Et les papas avaient donc comme activité, comme je l'ai dit, l'extraction du vin de palme. Et la mère, elle, avait comme activité principale la production de la boisson alcoolique. Parce qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, postuler à un emploi quelque part. Ça marche? Voilà donc l'escalier qu'on a voulu vous présenter. La naissance, c'est en 1964. Voilà la maison dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez à Kindu, dans ce qui était considéré à l'époque comme le quartier le plus pauvre, avec des féticheurs, des sorciers, vous allez trouver cette maison. Alors là, vous me voyez, comme le recteur l'a dit, je n'apparaissais pas comme quelqu'un qui peut terminer l'université, n'est-ce pas? J'avais des yeux hagards, un peu nonchalants,
ne sachant même pas se tenir droit. Et voilà ma mère et l'une de mes petites sœurs qui vient juste après moi, qui est décédée malheureusement. Ceci pour vous dire, chers amis, que tout est possible. Vous qui avez l'habitude de dire, non, vous savez, moi, je suis né à Ndjili, à Kingasani, à Kimbanzeke, mais au moins vous n'avez jamais passé votre nuit dans une maison en paille, n'est-ce pas? Donc tout est possible et il appartient à l'homme de s'accomplir, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est né. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui sont nés dans des conditions très difficiles qui atteignent souvent des sommets. Alors, après la naissance, j'ai étudié à l'école primaire, qui n'était pas dans les quartiers les plus pauvres. C'est là où, quand vous demandez, nous savions comment jongler avec les lieux. L'école primaire Saint-Gaston, c'est ça, à Kindu. Et l'école secondaire, nous l'avons fait plutôt à Bukavu, à l'Institut Bwindi, qui est une école protestante, où j'ai connu Dieu, parce que dans cette école, on avait les cours de religion, et j'ai dû lire plusieurs fois la Bible et le Nouveau Testament. Voilà, à l'école secondaire, avec mes amis de classe. Vous retrouvez l'uniforme bleu-blanc, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je suis là encerclé. Bon, j'avais encore beaucoup de cheveux. Hein. C'est-à-dire qu'on a vieilli, en fait. Alors, après l'école primaire et secondaire, je me suis retrouvé d'abord à l'université de Lubumbashi, où j'ai fait les graduats en sciences économiques, et puis après à l'université de Kinshasa, où j'ai fait la licence et j'ai été proclamé licencié à niveau monétaire. Ici, le professeur Tchunzambi, c'est l'un de mes mentors. Il y a aussi le professeur Kabuya Kalala qui est là, qui est aussi l'un de ses mentors. Celui-là, il est décédé. C'était un monétariste de renom. Et c'est parmi ces gens qui nous ont poussés à faire l'économie monétaire. Parce qu'il était l'un des meilleurs économistes monétaires dont la dimension avait dépassé les frontières nationales. Et voilà, je suis resté son poulain jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, à l'université de Kinshasa, l'un de mes amis les plus proches devant la faculté des sciences économiques, qui malheureusement est décédé aussi. Il s'appelait Fabrice Moudilo. Je crois que ça devait être l'avant-dernière année. Voilà l'éducation, mes chers amis, camarades étudiants. Si on écrit, c'est aussi pour ça. Mandela disait, l'éducation est l'arme fatale pour combattre la pauvreté. L'arme fatale pour combattre la pauvreté. Et donc, c'est cette arme-là qui peut permettre à un fils d'un tireur de vin de Palme de devenir professeur d'université et de vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas écrit sur ma figure ici que je suis fils d'un tireur de vin de Palme, n'est-ce pas? Même si je vous disais que je suis fils d'un ministre, vous allez accepter. Donc l'éducation constitue l'élément important. Voilà pourquoi nous faisons la présentation de ces livres dans ce milieu du savoir. En 88, je termine en juillet, et en décembre 88, nous présentons un concours d'admission à la Banque centrale, et je suis parmi les 12-13 personnes qui ont été retenues, et j'ai commencé donc ma carrière la même année en 88 à la Banque centrale du Congo.
Et voilà, là, nous sommes en train donc de travailler. C'était lors d'une conférence des banques centrales africaines qui s'est tenue ici à Kinshasa. Vous le connaissez aussi, celui-ci s'appelle professeur Vincent Zinga, avec qui nous sommes entrés à la Banque centrale le même jour et avec qui nous avons œuvré ensemble à la direction des études. Donc, c'est aussi un homme qui était prédestiné à un avenir meilleur parce qu'il était aussi très intelligent. Il est demeure toujours d'ailleurs. Il est professeur ici et il a été directeur des cabinets adjoints en charge des questions économiques avec moi à la primature entre 2012 et 2016. Ici, après près de 11 ans passés à la Banque centrale, je suis recruté comme conseiller macroéconomique au ministère des Finances. Et là, je suis en train de discuter avec le ministre des Finances, le professeur Matungulu Mbouya-Milankir, qui m'avait enseigné aussi à l'université de Kinshasa et qui venait donc d'être nommé ministre des Finances en 2001. Et il m'avait donc pris comme son conseiller en charge des questions macroéconomiques. Et ici, c'était le conseiller du président, Faustin Luanga, pour ceux qui le connaissent, qui était conseiller à la présidence et qui est venu donc participer à la remise et reprise entre le ministre des Finances entrant et le ministre des Finances sortant. Et donc, j'ai exercé au ministère des Finances de 2001 en 2003 comme conseiller macroéconomique. Et d'ailleurs, le professeur Kabouya Kalala qui est dans la salle, c'était notre directeur des cabinets. Voilà, ça, j'ai fait 7 ans comme directeur général du BSECO, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2003 à 2010. J'étais donc directeur général du BSECO et j'ai été ministre des Finances lorsque le président Kabila était à la recherche d'un économiste congolais pour pouvoir stabiliser les cadres macroéconomiques. Il a cherché un ministre des Finances. Je n'étais pas en politique, j'étais DG du BSECO et il m'a recruté pour redresser les finances publiques du pays. Ce que j'ai essayé de faire, mais comme vous le savez, j'ai été aussi l'objet d'un crash. Un avion qui s'est écrasé à l'aéroport de Bukavu, l'aéroport de Kavumu, où 4 personnes sont décédées dans l'immédiat, dont un homme que j'appréciais beaucoup, Augustin Katumba Mwanké, qui est décédé aussi sur place. Mais grâce à Dieu, nous sommes avec vous aujourd'hui parce que nous sommes sortis vivants, sains et saufs, alors que tous les experts en aéronautique civile disaient que l'avion devait brûler. Les taux de probabilité d'exploser et de brûler de l'avion étaient de 99,99%. Donc, nous sommes miraculés. Qu'est-ce que nous avons fait quand nous étions ministres des Finances? On a stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez très bien. On a gardé les taux de change à 920 et c'est devenu quasiment historique. Nous avons stabilisé les prix intérieurs, l'inflation a atteint des niveaux très bas. Nous avons mis en œuvre un nouveau mode des taxes qui s'appelle taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Beaucoup d'opérateurs économiques ne voulaient pas la mise en œuvre de la TVA. La TVA, comme loi, avait déjà été élaborée depuis 5 ans et tous les ministres des Finances qui m'ont précédé avaient peur de mettre en œuvre cette loi. Nous avons mis en œuvre la TVA qui a permis en 3 ans de doubler les recettes de l'État. Nous avons aussi, comme vous le savez, bancarisé la paie publique, ce qui était difficile parce que, comme vous le savez,
10 à 15 millions de dollars américains étaient détournés par mois par ceux qui payaient manuellement les salaires des fonctionnaires. Et nous avons été même menacés physiquement de ne pas bancariser la paie parce que ceux qui profitaient de ces 15 millions de dollars par mois voyaient leur bulletin disparaître. Il y a même un comptable qui avait 6 femmes qui se retrouvaient avec une seule femme parce que les 5 autres femmes ont fui parce qu'il avait carrément perdu toutes ses recettes mensuelles. On a évidemment atteint le point d'achèvement, vous le savez. Le point d'achèvement, c'est ce qui a permis à l'État congolais d'effacer une dette de 10 milliards de dollars américains. Voilà ce que nous avons fait au ministère des Finances. Pour terminer, j'ai été Premier ministre de 2012 à 2016. 4 ans et 9 mois, soit le mandat le plus long jamais réalisé par un Premier ministre dans ce pays depuis 1960. Et au cours de ces mandats, nous avons réalisé des performances économiques exceptionnelles qui ont fait que la RDC a été considérée comme l'une des économies les plus performantes au monde. Et à ce titre, nous avons été invités dans plusieurs grandes universités du monde pour aller parler des succès de l'économie congolaise. La RDC a été considérée aussi comme parmi les 10 meilleures économies réformatrices au monde. Et la RDC était désormais citée, que ce soit au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, à la BAD, comme un modèle de gestion macroéconomique. Et donc, pour tout cela, il était nécessaire de pouvoir vous écrire. Ça, c'est ce qu'on appelle les jardins de Premier ministre. Avant notre arrivée, c'était une brousse avec des serpents de toute nature, mais on a aménagé et c'est devenu donc un jardin où les gens pouvaient même quitter l'Europe pour venir se promener dans ce jardin. C'était un vaste jardin. Et nous avons aussi mis en œuvre la statue du Premier ministre Lumumba. En fait, c'est le premier des premiers ministres. Il est aussi héros national. Nous avons monté cette statue à son honneur. Et c'est une statue qui était visitée non seulement par les nationaux, mais aussi par les étrangers. Voilà la résidence dans laquelle j'habitais en tant qu'ancien Premier ministre. Moi qui ai passé l'essentiel de ma vie dans une maison en paille. Voilà un peu les bons camarades étudiants, les bons qu'on peut faire avec la magie de l'éducation. Vous pouvez... Rien n'est donc impossible. Ne vous faites pas souffrir, ne vous faites pas torturer inutilement parce que les papas vous a fait naître à Kingasani, à Kimbatseke. Oh non, les ancêtres nous ont maudits. Non, on n'a maudit personne. Moi, j'ai habité dans ces châteaux. Un vice-premier ministre belge que j'avais reçu dans ces châteaux a dit, mais ça dépasse la résidence du Premier ministre belge. Donc, c'est une fierté pour un enfant d'un quartier pauvre d'arriver à ce niveau-là. Voilà, camarades étudiantes, camarades étudiants, chers professeurs, distingués invités, messieurs le recteur, c'est qu'en réalité, le contenu de ce mémoire, de ce livre de mémoire, c'est pour montrer que tout est possible et que le meilleur ascenseur dans la vie, c'est l'éducation, c'est le travail. Il y a quand même une autre. La conclusion, c'est qu'il faut rêver. Vous devez rêver. Vous devez avoir une vision. Il ne faut pas dire « je serai cordonnier ». Non, il faut rêver grand. Et si vous rêvez, il faut savoir planifier votre vie. Sinon, vous devez fixer des objectifs.
Objectifs à court terme, les objectifs à long terme, comme les objectifs à moyen terme. Mes chers amis, la vie est trop courte pour la dépenser dans la musique, dans la boisson, dans la danse, dans les commérages, dans des discussions inutiles. Investissez votre vie dans l'essentiel. Chacun d'entre nous est donc capable de réaliser son rêve. Il n'y a pas de limitation par la tribu, la limitation par la province, la limitation par, je ne sais pas, la présence des sorciers dans le quartier ou des sorciers dans la maison. Non, chacun est capable de devenir ce qu'il veut être. Mais il faut travailler dur, offrir la quantité, mais surtout la qualité. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit, le chemin de la réussite, c'est un chemin difficile, qui est jonché de beaucoup d'obstacles. Dès que vous avez décidé de réussir, sachez que vous avez signé le même jour l'ordonnance d'un bataillon d'ennemis, d'un bataillon de ceux qui vous critiquent, d'un bataillon de ceux qui vous détestent. Mais il faut vous faire venir de vertus et de valeurs, parce que l'homme est donc capable de s'accomplir. Et ça vous permettra d'exister et non pas de vivre. La différence entre exister et vivre se résume en ça. Une personne qui vit, c'est-à-dire qui prend du plaisir à satisfaire son corps, à satisfaire son environnement, cette personne-là vit. Et au terme de sa vie, quand on l'enterre, la personne disparaît. Mais vous, dans cette salle aujourd'hui, nous vous convions à exister. Exister, ça veut dire quoi? Contribuer à l'œuvre de l'humanité, comme Dieu l'a recommandé dans le livre de Genèse 1, 28. Il a dit alors, produisez. On suppose produire la qualité. Multiplier la production au profit de plusieurs et distribuer. Donc, camarades étudiantes, camarades étudiants, chers amis, distingués invités, monsieur le professeur recteur, pour terminer, j'invite l'assistance à exister et non pas à vivre. Je vous remercie. Avec fierté, une vie, une ambition. Au moins, vous avez vu la magique éducation qui nous entaille en chapeau. Augustin Matatapono, le nom restera jamais galop après le national. Par rapport à l'effort qu'on fournit pour écrire. Un auteur, lorsqu'il écrit, lorsqu'il prend son temps pour écrire, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour l'humanité. Et donc acheter un livre et le lire, c'est aussi respecter l'auteur. Je veux dire même que c'est un sacerdoce. J'ai eu le bonheur aussi d'écrire quelques briques, et je voudrais ici pouvoir les remettre très officiellement aussi à son Excellence. J'en ai écrit 7, je vous ai amené 2 et demi. Et donc c'est encore un moyen pour moi aujourd'hui de dire à la jeunesse l'effort que vous pouvez faire pour transformer le. Alors, sans savoir comment accepterions-nous un candidat pour transformer le Congo? Est-ce que, si ce n'est pas dans ces livres, dans les livres à venir, quelle méthode il faut appliquer pour que ça soit inscrit aux jours à venir? Le jeune pouvait coucher ça comme une loi, de manière à ce que ça soit cristallisé, sans savoir, sans transformation du pays. Merci. Professeur, je voudrais savoir, parce qu'en 2016, vous dites à Jeune Afrique qu'en tant que Premier ministre, vous avez navigué dans des eaux infestées de crocodiles. Un jeune technocrate qui débarque en politique, sans carnet d'adresse, sans grande expérience. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour imposer le respect. Aussi, en son temps, beaucoup disaient, vous avez fermé les canaux partout, mais vous avez ouvert le robinet pour vous.
Merci. Pour les gens qui n'ont pas peut-être la chance d'entrer à l'université, est-ce qu'ils peuvent aussi avoir une chance de suivre votre carrière? Merci. Merci. Merci pour ce lot de questions qui témoignent de l'intérêt particulier que vous avez accordé à cet exposé. Et je pense qu'en lisant le livre, vous allez certainement trouver mieux que ce que moi je vais vous dire aujourd'hui. Parce que ce livre, effectivement, répond presque à toutes les questions que vous avez posées. Et ça le met dans une densité historique qui peut vous permettre d'avoir plus que ce que vous avez cherché. La première question, on voulait savoir si Mapon était le diminutif de Matata Pognon. Vous avez vous-même trouvé la réponse. Mapon veut dire Matata Pognon. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai refusé le nom d'Augustin, qui ne se trouve pas dans ma culture. La culture est donc africaine. Et voilà pourquoi j'avais demandé qu'on puisse enlever ces noms. Et je me suis trouvé donc un autre. Et ce prénom, mon fils, je n'ai qu'un fils, le dernier, son prénom s'appelle Mapon. Et il a le nom de son grand-père, qui est mon père. La cravate rouge, vous allez aussi trouver ça dans les livres. En effet, quand je suis nommé ministre des Finances en février 2010, le ministre des Finances qui m'avait précédé était dénommé Monsieur 30%, Monsieur 40%. C'est-à-dire, la corruption avait tellement élu domicile dans le ministère des Finances que tout paiement qui devait être fait au travers de bénéficiaires nécessitait le paiement d'un pourboire équivalent jusqu'à 40%. Ce qui a d'ailleurs fait surface aujourd'hui, vous le savez, pour avoir un paiement au ministère des Finances, il faut payer des commissions. Moi-même ici, j'ai un paiement de 2 millions de dollars qui devait être fait au cabinet Congo Challenge pour des travaux d'études réalisés au profit du gouvernement congolais. Le paiement a été fait par la BAD et le ministre des Finances a refusé de payer. Et dans la chaîne de la dépense, on a demandé que M. Matata puisse payer un pourcentage, ce qu'il a refusé, et donc le paiement n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. La cravate rouge, c'était justement pour me rappeler pendant tout mon mandat en tant que ministre des Finances que je n'avais pas droit de tomber dans les commissions. Et je peux vous dire, j'ai été ministre des Finances pendant 2 ans et 2 mois. J'ai été Premier ministre pendant presque 5 ans. Je n'ai jamais demandé $1 à un opérateur économique. Jamais et jamais. Voilà pourquoi j'avais écrit une lettre à l'inspection générale des finances pour enquêter sur toute ma gestion de 7 ans au BCECO, 2 ans et 2 mois au ministère des Finances et 5 mois, 4 ans et 9 mois à la primature. Et jusqu'aujourd'hui, on a trouvé qu'un dossier fallacieux de Bukangalozo qui est vide, et comme vous le savez, ça fait 2 ans et demi qu'il cherche. On parle plutôt de la responsabilité intellectuelle. Donc il ne s'agit pas d'un détournement de fonds. Merci beaucoup pour l'intervenant qui a insisté sur l'importance de l'écriture. Les grandes civilisations sont fondées sur l'écriture. L'écriture et la lecture. Lisez, chers camarades étudiants, lisez, lisez et lisez toujours. Mais si vous pouvez aussi écrire, écrivez. Et nous le faisons, nous. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, après la primature, donc à partir de 2017, est déjà suffisamment avancé. Mais celui-là, je crois, vous allez le lire avec palpitation parce que lorsque vous voyez
vous allez lire qu'un ancien Premier ministre qui n'a détourné aucun dollar, il a été poursuivi par ceux qui dénonçaient les détournements et qui détournent massivement. Je crois que si vous n'avez pas la santé avec vous, vous pouvez piquer un AVC. Louis France, qui pose la question des aspects politiques en rapport avec ma candidature, je préfère discuter avec vous ça après la sortie donc de cette salle, parce qu'ici nous sommes dans des milieux scientifiques, nous ne sommes pas censés aborder des questions, sinon ceux qui vous détestent peuvent croire que vous faites l'après-campagne. Mon entrée en politique, madame, est-ce que j'étais content ou j'étais mécontent? Laissez-moi vous dire, et ça fait jonction avec la question de Jean-Pierre Kaembé qui s'est référé à mon interview. Quand j'ai terminé mon mandat de Premier ministre, madame, j'ai fait une interview à Jeune Afrique qui a fait fâcher beaucoup de gens de mon propre parti politique, le PPRD. Parce que j'avais dit, en substance, j'ai navigué dans les eaux infestées des crocodiles. Alors, un cadre important du PPRD dira, mais si lui, il était crocodile, si nous sommes des crocodiles, donc lui, il était alligator, pour que nous ne puissions pas l'avaler. En fait, ce qui est important, c'est qu'il a reconnu qu'ils étaient des crocodiles. Madame, ceci répond à votre question. Et ceci répond aussi aux exigences et à l'esprit de ces livres. C'est que le chemin de la vie, le chemin de la réussite, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine de la théologie, parce que vous pouvez croire que c'est là où il n'y a pas de coup bas, ça existe. Le chemin de la réussite d'un chemin. Vous pouvez vous imaginer, madame, autant on peut détester la politique, mais autant il faut comprendre que la politique, c'est la science de la gestion des intérêts des autres par une minorité. Si cette minorité n'a pas la compétence, n'a pas la qualité, n'a pas les vertus nécessaires, ceux qui sont dirigés et qui n'aiment pas la politique vont en subir. Donc à un certain moment, nous étions donc d'être contents, pour répondre à votre question, d'être en politique parce que nous pensions servir l'intérêt général. Parce que la vie, au fond, n'a de sens que si on la vit, non pas pour soi-même, mais on la vit pour l'humanité. Et le travail de qualité que nous avons fait, vous vous rappelez, après notre départ à la primature, nous a permis de conseiller 3 présidents de la République qui ont demandé à ce que je puisse être à leur côté afin de leur donner les tenants et les aboutissants des secrets de la réussite de la RDC qui était cité à ce moment-là comme modèle de gestion macroéconomique. Jean-Pierre Kaembé, quand on veut réussir, on ne peut pas faire des choses comme les autres qui n'ont pas réussi l'ont fait. Quand j'ai porté la cravate rouge, symbole de la rigueur dans la gestion, symbole de la bonne gouvernance, je devais fermer les robinets. Et je les ai fermés avec beaucoup de plaisir. Mais ça fait très mal aux autres qui ont cherché à nous attaquer. Nous avons la meilleure protection que nous avions à l'époque, c'était le président de la République, le président Joseph Kabila, qui était le président de la République, et qui pouvait donc protéger son Premier ministre, qui assumait des fonctions dans la droite ligne de sa philosophie. C'est cette bonne gouvernance qui a permis de lancer l'ensemble des projets. Vous vous rappelez des Congo Airways, vous vous rappelez des Transco, vous vous rappelez de l'esprit de vie, vous vous rappelez du bâtiment intelligent, vous vous rappelez de tous les bâtiments royaux, vous vous rappelez de l'aérogare de Kinshasa et tout ça. Mais vous ne pouvez pas oublier non plus que cette ville de Kinshasa, à cette époque, elle était très propre. Que la mer
de la ville de Paris, qui était en conférence ici, de l'ensemble des villes francophones, a dû présenter des félicitations au président Kabila pour dire « Mais enfin, Kinshasa est une ville propre ». Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Donc voyez-vous, Jean-Pierre Kaïmé, nous avons tenu, et je vous ai parlé du courage, il faut être courageux quand vous voulez réformer. Pour terminer, Kabasele, est-ce qu'il faut avoir un diplôme universitaire, une thèse de doctorat pour pouvoir réussir? Non, et non, et non. L'exemple le plus patent qu'on puisse donner, c'est du président Lula, du Brésil. Je ne sais pas si vous le savez, le président Lula n'a fait que l'école primaire et 2 ans d'études secondaires. Le président Lula, il est né dans une famille aussi pauvre que la mienne. Fils d'une famille nombreuse. Moi, vous le verrez dans l'ouvrage, je suis né d'une famille de 19 personnes. Et mon père avait 4 femmes. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et donc, cher ami Kabasele, pour terminer, donc, il ne faut pas être docteur, il ne faut pas être licencié. Le président Lula a terminé son premier mandat avec les scores de popularité parmi les plus élevés jamais réalisés par un président au monde entier. Ça, c'est le propos du président américain Barack Obama. Sa popularité était tellement grande qu'il est revenu au pouvoir après avoir cédé le pouvoir à une universitaire, et la personne qui a succédé à la présidente était aussi super universitaire. Mais Lula, dont on a accusé qu'il avait détourné des fonds publics, heureusement les Brésiliens n'y ont pas cru. Les mêmes Brésiliens ont dû élire un ouvrier métallurgiste qui n'a pas de diplôme universitaire, mais qui a réduit la pauvreté. Quand il était comme chef de l'État, il a réduit la pauvreté de plus de 30%. Plus de 30% des Brésiliens ont quitté la famille de la pauvreté quand Lula était président de la République. Ouvrier, métallurgiste, autodidacte. Donc, cher ami Kabasele, il ne faut pas être... D'ailleurs, dans ce pays, c'est plein de docteurs qui ne produisent que la médiocrité. Vous le savez? Si c'était par la quantité de professeurs, mais la RDC serait déjà développée. Mais ce sont parfois des professeurs qui produisent des sous-développements. Encore une fois, merci pour votre meilleure attention. Et comme première décision que j'ai prise à l'Université professionnelle du Congo, par la vente de syllabus. C'est la rigueur, la grande rigueur, et tous les feux académiques doivent être faits à la banque. Rigueur pour la recherche, rigueur pour l'enseignement, rigueur pour l'éthique baptiste protestante, et rigueur pour la gestion financière. Donc la cravate rouge n'est pas seulement la nature du professeur Matata Ponyo, nous l'avons rejoint à cause de la rigueur. Je ferme la parenthèse. Toi, une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir, va dans toute la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Que ton contenu ne soit pas caché mais lu. Que les Congolaises et les Congolais qui te liront déclarent et disent qu'il est possible de passer de la pauvreté à la richesse. Que ceux qui te liront, hommes et femmes, puissent changer leur manière de voir les choses, dont les ambitions, les grandes ambitions aux Congolaises et Congolais et aux hommes et aux femmes qui te liront à travers le monde,
pour qu'il déclare désormais que Dieu aime les pauvres, mais Dieu est contre la pauvreté. Et qu'il est possible de passer en RDC de richesses, plutôt de richesses naturelles aux richesses économiques. En te lisant, je déclare que ceux qui croient que tout est fini pourront dire que tout est possible. Et on peut habiter de la maison en paille, quitter cette maison en paille, aller vers un château. Vas-y, au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. Et bien à ce moment, on aurait pu